Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez. Il y a encore personne, je pense. Donc, j'espère que vous m'entendez. C'est un exercice un peu difficile, hein. Quand on est journaliste, quand on est femme de médias, de d'oser se livrer, de se jeter à l'eau. Alors, je vous ai promis de le faire assez régulièrement. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de réussite, de la réussite. Bon, c'est sûr que il y a réussite et réussite, hein, il y a différents types de réussite. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous aujourd'hui, de partager avec vous, peut-être de répondre à vos questions. Pourquoi la réussite? Parce que pour beaucoup de personnes, j'incarne un modèle de réussite dans mon domaine, voilà, domaine professionnel. Donc, je voulais répondre à vos questions et puis vous en parler euh, en même temps pour rendre hommage à mes deux parents, mes parents, mon père et ma mère, dont je suis l'héritière, qui m'ont éduqué, qui m'ont mise au monde évidemment, qui m'ont éduqué, qui m'ont beaucoup enseigné sur la vie et qui ont fait de moi ce que je suis. Voilà, je suis leur produit. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. Nous sommes tous le produit de nos parents, de notre culture, de notre éducation. Mais je pense que parce que j'incarne ce modèle de réussite, je peux vous en parler en toute légitimité. Alors, pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, je suis Eugénie Dieki. Je suis femme de médias. J'ai commencé très jeune, j'avais 23 ans à travailler au service d'Africa numéro 1, la radio africaine. Donc j'avais 23 ans. Et ça a été pour moi une véritable école. Ça a été une famille, ça a été un modèle, cette institution, cette grande radio. Euh, et puis aujourd'hui, je ne suis plus Africain numéro 1, mais je continue à exercer mon métier de journaliste. Et j'ai un autre métier, une autre casquette que très peu de personnes connaissent peut-être. Je suis coach. J'aime pas trop l'expression parce qu'elle est assez galvaudée, hein, coach. Mais je veux dire que j'apprends aux gens à réussir dans tous les sens du terme. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai bénéficié de nombreux prix. J'ai été lauréate de la meilleure nouvelle de langue française au Gabon. D'ailleurs, c'est même cette distinction, cet honneur qui m'a permis d'entrer Africain numéro 1. J'ai reçu de nombreux prix, d'autres prix, le prix de la réussite au féminin, qui m'a été remis au Sénat, ici en France. J'ai reçu le prix de la personnalité la plus influente de la diaspora africaine et bien d'autres prix encore. Je suis pas là pour vraiment étaler mon CV, c'est pas l'objectif en fait. C'est simplement d'essayer de vous expliquer comment moi j'ai réussi malgré les obstacles et ce que mes parents, ce que mes parents m'ont appris sur la réussite et c'est justement ces outils-là que j'utilise quand j'accompagne les gens qui veulent réussir dans leur vie, réussir dans leur vie. Parce que j'estime que la réussite, elle doit être complète, en fait. On ne peut pas réussir dans un secteur et échouer dans un autre. Il faut vraiment pouvoir trouver un juste équilibre. La réussite, voilà, on peut réussir socialement et c'est vrai que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont une réussite sociale, diplôme, bac plus 10, mais quand on va creuser dans leur vie intime, dans leur vie familiale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Et ça, c'est vraiment les personnes que j'accompagne. Comment réussir de façon entière? Parce qu'on ne peut pas réussir socialement et garder pour soi une espèce de solitude, des, des cailloux. Parce que ça, en fait, on n'a pas résolu ses problèmes avec son passé. Et même si on ne le dit pas, ça se voit, en fait, quand on n'a pas réussi complètement. Moi, les personnes que j'accompagne me confient, et c'est pour ça qu'elles viennent me voir, que, écoute, tu vois, Jenny, je gagne beaucoup d'argent, j'ai réussi ma vie, mais qu'est-ce que je suis seule, qu'est-ce que je suis malheureux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas. Donc, ils jouent avec une image sociale de réussite, mais dans le fond, en fait, ce sont des personnes qui sont seules.
et qui ne savent pas à qui partager leur solitude, avec qui régler leurs problèmes du passé. Et moi, je suis contente de les accompagner parce que je suis passée par là. Voilà, je suis passée par là, de par l'expérience de ma vie, et parce que j'ai justement profité de ce que j'étais, de ce que je suis ici en France pour entrer dans une école de coaching. Et quand tu entres dans une école de coaching, tu apprends tout en fait. Tu fais d'abord un travail sur toi-même. Voilà. Donc, je vais vous parler de mon papa. Qu'est-ce que mon père m'a appris? Quelle image il incarne en fait? Alors, il s'appelle Michel Dieki. C'est un médecin à la retraite aujourd'hui. Je ne sais pas s'il me regarde maintenant, mais je suis sûr que peut-être il va regarder la vidéo. En tout cas, je l'espère. Désiré, mon petit frère, qui est toujours à ses côtés, va peut-être lui montrer la vidéo. Donc, docteur Michel Dieki, je t'embrasse très fort. Et je suis vraiment ému parce que quand on parle de Michel Dieki, qui est médecin à la retraite, on voit d'abord un homme. Ah oui, c'est une bonne question, Christian. Laisse-moi d'abord parler un peu. Après, je te répondrai. Mais peut-être que toi aussi, tu as des réponses par rapport à ça. C'est quoi la réussite? Donc, je suis la fille du docteur Michel Dieki, aujourd'hui à la retraite. Et d'ailleurs, je peux te répondre. Et c'est d'ailleurs comme ça, pour ça même que je peux répondre. Je peux passer par là. Réussir, c'est quoi? Alors, mon père, aujourd'hui, il est à la retraite. Et il a mené sa carrière comme un bon soldat. Il a soigné les plus humbles. Il a soigné les plus riches. Et aujourd'hui, à la retraite, les gens continuent à venir le voir. C'est-à-dire, les gens ne l'oublient pas, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont mené une excellente carrière, mais quand ils vont à la retraite, on les oublie. Voilà. C'est le bon soldat qui a bien travaillé, il a bien travaillé, et puis c'est ça. Il part à la retraite et on l'oublie. Mon père, c'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas. Parce qu'il aura marqué toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Quand on voit mon père, on voit de prime abord, je pense que c'est ça qui est vraiment très fort, que je partage avec lui, c'est qu'on voit d'abord une personne qui semble faire peur aux autres, parce qu'il a une voix. Christian, dans notre langue, Guissira, on l'appelle Nzi, le gorille. Mon père, c'est vraiment il a une voix qui tonne, qui parle fort, et il fait souvent peur, il a souvent fait peur à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon père a fait ses études de médecine à Nantes, et quand il est rentré au Gabon, quand il a été affecté en tant que médecin-chef à Manji, eh bien, personne ne devait cracher dans son hôpital. Il a vraiment institué, il voulait que l'hôpital soit propre, en fait. Il avait adapté, mis en pratique ce qu'il avait enseigné à Nantes, dans son école de médecine. Donc, il voulait que l'hôpital soit un établissement propre. Et puis, il était d'une telle humanité que les malades, rien qu'à le voir, étaient déjà en bonne santé. Moi, je me rappelle que quand il faisait des piqûres aux gens, on voyait à l'époque, c'était l'époque des grosses seringues, là, c'est pas les seringues qu'on faisait d'ailleurs même bouillir, hein, pour les stériliser. Bien, il suffisait qu'un enfant entre dans son cabinet, il dit quelques petits mots à cet enfant, et puis il met l'aiguille, tchac, et puis voilà, c'est le petit enfant ne ressentait rien du tout. Voilà. Donc c'est ça en fait. C'est être pleinement épanoui dans ta mission, à trouver du bonheur, à aider les autres et vivre de ça en fait. Je pense que réussir, c'est pour moi d'abord c'est remplir sa mission, c'est vraiment honorer sa mission, c'est vraiment savoir que je suis né pour être médecin, je suis né pour donner de la santé aux gens, pour faire en sorte que les gens gardent leur santé, pour allonger leur niveau de vie, leur qualité de vie, et s'épanouir dans cela. Voilà, mon père, c'est cela. C'est vraiment le bon médecin que les gens continuent à venir voir parce qu'on a besoin de lui, de ses conseils, de sa façon de soigner. Et mon père, c'est un pilier. C'est un pilier aussi, c'est le chef de famille. Qui nous a nourris,
Je n'ai jamais manqué de nourriture. Pas du tout. Et c'est quelqu'un de très social, très ouvert. Et puis, je vais vous raconter une anecdote. Donc, ce qui vraiment, il m'a enseigné. Quand on était à Nantes, tout petit, malgré le fait qu'il faisait ses études de médecine qui sont assez prenantes, eh bien, il ne ratait pas l'occasion de jouer son rôle de père, c'est-à-dire d'instructeur. C'est-à-dire qu'il s'arrangeait pour que peut-être 3 fois par semaine, que nous ayons bien compris nos leçons. Et il avait un rituel. Alors, j'en parle aujourd'hui, mais c'était vraiment la terreur à cette époque-là. Il avait un rituel qui consistait à nous réunir. Donc, ça se passait au salon. Il y avait Patrick, mon grand frère qui est décédé. Il y avait Yvette Dieki, ma petite sœur. Je pense que les 2 derniers, Joël, Armand, Isabelle, n'ont pas souffert ça. Il y avait donc Patrick, moi et Yvette. Donc, il nous mettait au salon, en cercle. Voilà, on était 3, et puis il se mettait un peu à côté. Et puis, il disait, quand il lançait pour apprendre l'état de multiplication, par exemple, 5 fois 5, le premier qui répond 25, eh bien, il gifle tous les autres. Donc, ça nous obligeait, en fait, parce qu'il fallait apprendre ces leçons de multiplication. 9 fois 9, 81. Le premier qui répond 9, 81, il giflait les autres. Donc, c'était, quand on se replace dans le contexte d'aujourd'hui, ça peut ressembler à une espèce de maltraitance, je mets ça entre guillemets, mais vraiment, mon père nous a élevés à la dure. Donc, les études, c'était fondamental. Il nous a appris aussi que quand on se lève, il faut faire son lit, il faut faire son ménage, vraiment des choses importantes. Et puis, il nous a aussi appris à nous faire respecter. Moi, mes parents me disaient, écoute, tu es une petite noire et tu es dans le pays des Blancs, donc tu dois toujours être très propre de ta personne. Et quand on te traite de nègre, de négro, eh bien, tu réponds cochon gratté. Voilà, donc c'était vraiment… il nous avait en fait protégés, nous avait donné les clés pour nous protéger contre le racisme. Il était encore très petit, mais déjà, voilà, il nous avait vraiment donné les clés pour nous protéger contre le racisme. Pourtant, c'était quand même la période des 30 glorieuses en France et il n'y avait pas ce racisme rampant qu'on constate aujourd'hui ici. Donc, nous avions les clés pour nous en sortir. Donc, mon père avait à la fois, c'était quelqu'un de très fort et quelqu'un qui nous enseignait les choses de la vie. Je me rappelle aussi que, et là c'est au Gabon, à l'hôpital de Kembo, alors vous qui êtes gabonais, vous connaissez sûrement cet hôpital où il a longtemps officié, mon père n'hésitait pas à nous amener voir des lépreux. Alors, c'est horrible, les lépreux, ils ont la chair mangée, mais ils savaient qu'on ne pouvait pas être contaminé. Et donc, souvent, ils nous amenaient voir des lépreux, leur dire, voilà, ils sont malades, mais ils ne sont pas moins des êtres humains, comme vous. Et il faut prêter attention à ces personnes-là. Et c'est peut-être pour ça que, du haut de ma réussite, je mets ça entre guillemets, je n'oublie pas qui je suis, et j'accorde beaucoup d'attention aux personnes qui sont dans des situations difficiles, qui sont en souffrance. Mon père, c'est aussi quelqu'un qui savait mettre des limites. Quand on est chef de village, quand on est chef de famille, on est aussi chef de village, chef de clan. Donc, il avait l'habitude de réunir notre famille, la belle famille, les parents, les courtisans, enfin, plein de gens qui venaient manger, qui venaient passer du bon temps, qui venaient être en famille à la maison. Et je me rappelle que parfois, vous savez comment ça se passe chez nous, c'est que les parents ont tendance à s'éterniser. Et des fois, ils disaient, écoutez, vous restez chez moi jusqu'à telle période, et puis après, vous me laissez en famille. Et ils savaient vraiment se faire respecter par rapport à ça. J'ai une anecdote pour vous, c'est un jeune Gabonais qui est aujourd'hui médecin, qui m'a rencontré il y a des années, qui m'a dit, tu sais, ton père m'a beaucoup appris. Et c'est pour ça que je suis médecin aujourd'hui et il m'a donné la plus grosse frayeur de ma vie. Mon père, c'est vraiment quelqu'un qui, quand tu l'approches,
il te donne des frayeurs, quoi, tellement il est imposant. Et je me souviens que ça, c'était à Mandji, dans notre maison à Mandji, à Poste Mandji, donc dans une province du Gabon. Donc, le petit garçon, il part de chez lui et il vient dans la barrière familiale, donc dans la concession familiale, chez moi, pour cueillir des mangues. Voilà, donc il monte sur l'arbre. Et je vois bien, je me rappelle, je vois bien l'image. Hein, donc l'arbre, le manguier est à côté de la maison, pas loin, et il monte sur l'arbre et il est en train de manger, dévorer, savourer les mangues. Et à un moment, mon père arrive, il dit mais qu'est-ce que tu fais sur mon arbre là? En entendant la voix de mon père, le petit garçon a tressailli de peur et il a fait tomber, la mangue qu'il mangeait. Il a eu tellement peur que quand mon père lui a dit écoute descends, il a dit non, moi je descends pas. Il est resté accroché au manguier parce qu'il avait très peur. Alors mon père lui dit descends du manguier. Le garçon dit non, moi je descends pas. Alors qu'est-ce que mon père fait? Il va à la maison, dans sa chambre, et il ressort avec un fusil qu'il pointe comme ça sur le petit garçon accroché à son manguier. Et quand il a vu le fusil pointé sur lui, le petit garçon a sauté du manguier et il a détalé en courant. Donc, quand il m'a raconté ça, je dis mais ça c'est bien mon père, ça. C'est vraiment mon père. Donc, c'est quelqu'un qui est comme le tonnerre. Moi, je l'appelle, c'est le papa tonnerre, quoi. C'est-à-dire, quand il arrive, on voit qu'il arrive, quoi. On tremble, on fait même pipi parce qu'on sait qu'on va être puni. C'est pour vous dire que mon père, c'est un homme formidable. Il a sa part sombre, comme tout le monde, en tant qu'homme. Il n'a peut-être pas été un bon mari pour ma mère, peut-être, encore que, mais il a été un bon père pour moi. Et je suis fier de lui. Et en termes de réussite, puisque je parle de réussite aujourd'hui, je pense que mon père, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoute ma fille, je n'ai pas forcément beaucoup d'argent, mais ce que je te lègue et qui va te servir pour toute ta vie, c'est mon nom, Dieki. Et il a raison parce que quand j'arrive au Gabon, quand j'arrive quelque part, on me dit, tu es la fille du docteur Dieki? Je dis oui, je suis sa fille. Et je vois les gens sourire parce que dans le sourire de ces gens, eh bien, je vois les services, je vois l'humanité, je vois les vies que mon père a sauvées. Mon père ne s'est pas dit, je vais soigner que les riches, je méprise les pauvres. Au contraire, il a soigné et les riches et les gens fortunés, et il a soigné aussi les personnes qui n'avaient pas les moyens de payer une consultation. Voilà, vraiment, pour moi, c'est mon modèle de réussite. Merci Aziz. Une dernière chose pour parler de mon père. Alors, je me souviens, à Africa numéro 1, dans le centre à Kembo, en fait, il y a un centre qui délivre les certificats de vaccination. Parce que quand on voyage, il faut bien se faire vacciner. Et puis, mes collègues africains me disent, écoute, ton papa, il est à Kembo, là, est-ce qu'il peut nous faire rapidement les certificats de vaccination? Je dis, ben oui, il faut y aller, il faut aller vous faire vacciner. Il dit, mais non, je ne vais pas aller me faire vacciner. On lui file un peu de sous et il nous fait le carnet de vaccination comme ça. Alors, je les regarde, je leur dis, mais bon, écoutez, bon courage. Donc, ils sont allés voir mon père et quand ils sont revenus, ils m'ont dit, ben dis donc, ton papa, non seulement on a payé pour la consultation, mais en plus, on s'est fait vacciner. Voilà, donc mon père, c'était ça. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'un de profondément humain, et quelqu'un au service des autres, au service des autres. Et voilà, c'est ça mon père en fait. Donc, pendant que vous commentez, Christian Mayandji, papa tonnerre, oui, exactement. Bon mari, bon père, pas forcément beaucoup d'argent en héritage, mais un nom suscitant la reconnaissance populaire. Tout à fait. Et je suis fier de porter ce nom-là. Et même marié, je ne laisserai pas ce nom-là parce que c'est mon héritage. Voilà. Merci Aziz Keita, je suis formidable. Et je l'aime, mon papounet, ça c'est vrai. Alors, Christian Mayandji, réussite, remplir sa mission, exactement, raison d'être, se donner les moyens de satisfaire ses besoins, tout à fait.
être socialement et favorablement apprécié, oui. Votre père vous a élevé comme un bon guissir, de la manière la plus pragmatique, la plus humble et respectable selon les valeurs de sa communauté, tout à fait. Du haut de ta réussite, il faut être exemplaire, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Christian, merci beaucoup. Je suis une femme intelligente, exactement, j'assume. Et d'ailleurs, ça, c'est très bien de me le dire parce que je me rappelle que mon grand-père avait très peur de cette manie que j'avais à lire en permanence. Il me dit, mais quel est le mari, quel est l'homme qui va s'intéresser à une fille qui ne s'intéresse qu'à lire? Je lisais beaucoup parce que mes parents, bon ça c'est vraiment la culture africaine, hein, ne m'enseignaient rien sur les choses importantes de la vie, sur la sexualité, sur oui la sexualité, sur la connaissance de soi. Et ça, c'est fondamental. Donc, le savoir que j'ai, je l'ai acquis, bien sûr, parce que mes parents m'ont envoyé, ont payé pour mes études. Et ça aussi, c'est à relever dans des pays où on pense que il vaut mieux faire en sorte que les garçons aillent à l'école et que les filles, ben, c'est pas important, elles vont avoir des maris. Non, pas du tout. Elles vont avoir un mari. Moi, mon père veillait, a vraiment tenu à ce que nous, les filles, nous, ces filles, nous sommes trois filles du même père, même mère. J'aime pas trop l'expression parce que mon père a fait d'autres enfants. Mais nous, les filles, on était des privilégiés. Ils ont tous mis à l'école. Et c'était vraiment important pour eux. Et j'assume le fait d'être une femme intelligente. Je le dis haut et fort. Et je me suis retrouvée dans des situations où parfois je me trouvais plus intelligente que mes confrères hommes. Bon, voilà, c'est cela. Donc, merci beaucoup. Mais on peut être intelligent et être con, hein. Ça, j'aimerais le dire aussi. On peut être intelligent et être con. Et c'est ça, justement, le travers des gens qui ont fait des longues études, c'est qu'ils pensent que parce qu'ils ont un bac plus 10, qu'ils ont le baccalauréat, qu'ils ont le doctorat S Sciences Po, ils pensent que tout d'un coup, ils se prennent pour la 8e merveille du monde. Non, pas du tout. Il y a cette intelligence-là, évidemment, académique, parce que oui, le savoir, c'est important. Mais il y a un autre savoir que moi, j'ai appris, que j'ai acquis, c'est l'intelligence relationnelle. Savoir s'adapter dans toutes les circonstances. Moi, et c'est ça aussi réussir, c'est que quand j'ai eu 40 ans, aujourd'hui j'en ai 53, à 40 ans, j'étais écoutée par des millions d'auditeurs en Afrique, j'étais directrice des programmes, j'étais conseiller économique et social, je donnais des cours de journalisme aussi. Donc à 40 ans, j'avais réussi ma vie. Donc j'avais une belle situation, une belle voiture, voilà, une belle étiquette sociale, mais j'avais pas réussi pour moi en fait. J'avais pas réussi. J'étais seul, je me sentais seul parce que j'avais pas résolu mes problèmes avec moi-même en fait. J'avais pas résolu mes conflits, mes blessures avec ma mère. D'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute. J'avais des conflits comme beaucoup de personnes en fait, des souffrances cachées que avec lesquelles j'essayais de vivre bon gré mal gré. Et c'est ça en fait le paradoxe, c'est-à-dire qu'on on réussit socialement, on est aimé par le monde entier, on est admiré, idolâtré, et puis dans votre vie il y a un point noir, il y a quelque chose qui est difficile que vous arrivez à vivre difficilement. C'est que j'étais convaincu en fait que ma mère ne m'aimait pas. Alors je vivais avec une souffrance terrible. Ma mère ne m'aimait pas. Voilà, donc c'est ça en fait la souffrance que j'avais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes qui sont comme moi en fait. En général, les coachs ils accompagnent des personnes qui leur ressemblent. J'ai réussi à résoudre cette question-là, ce problème-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis légitime pour accompagner les personnes qui ont réussi et qui ont des blessures qu'ils n'ont pas résolues. Parce que je vous assure que si vous n'arrivez pas à résoudre vos blessures, l'impact, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas un modèle de réussite. Vous savez très bien que les gens reconnaissent votre richesse, votre statut social, mais on sent bien qu'il y a une blessure. C'est difficile, en fait, c'est terrible, en fait, de réussir socialement,
d'être adulé par le monde entier et de ne pas être apprécié par son entourage. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Moi, j'ai réussi à en sortir. Je me suis réconcilié avec mon passé. J'ai fait un véritable travail et je me suis réconcilié avec ma mère, avec ceux qui m'ont blessé. J'ai pris ma part de responsabilité avec tout ça aussi. Parce qu'il ne faut pas simplement dire c'est la faute des autres. Non, c'est prendre conscience que oui, ce qui m'est arrivé, ce que les gens m'ont fait de mal, c'est aussi en partie à cause de moi. Pas forcément parce que j'étais méchant, simplement parce que j'étais peut-être naïve, que j'avais rien compris à la vie, que la vie, ben, il y a des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, à l'université justement, et que nos parents n'osent pas nous dire. Et c'est ça que moi j'enseigne en fait aux personnes que j'accompagne. Je leur enseigne ce que leur mère, leur père ne leur dira pas, soit parce que ça ne se dit pas, soit parce que c'est tabou. Et si vous n'avez pas résolu ça, vous n'avez pas réussi votre vie. Voilà. Réussir socialement, c'est bien. Mais faire la paix avec son passé, c'est encore mieux parce que justement, quand vous faites la paix avec votre passé, non seulement vous réussissez socialement, mais vous gagnez en prospérité. C'est important. Je vois aussi des personnes qui réussissent socialement, belle veste, beau costume, mais qui tirent le diable par la queue. Et quand j'ai fait ma formation en coaching, j'ai fait aussi des formations pour apprendre ce que c'est que l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'énergie de l'argent? Comment l'argent vient? J'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup de formations, je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Allemagne, je suis allée en Belgique. J'ai vraiment pris des cours pour comprendre ce que c'est que l'argent. Vous savez très bien comment en Afrique, on tuerait père et mère pour avoir de l'argent. Donc j'ai appris tout ça et c'est cette expérience-là justement que maintenant j'enseigne aux personnes que j'accompagne. Parce qu'on ne peut pas réussir si on ne sait pas. Il y a des gens qui réussissent, par exemple, et puis quand ils ont de l'argent, ben, ils le dilapident. Hein, voilà. Alors, le modèle type de réussite, enfin, le modèle qu'il ne faut pas vraiment avoir de réussite. Et ça, c'est la personne qui, du jour au lendemain, reçoit de l'argent. Et puis, quand il a réussi, eh bien, il oublie la femme avec qui il a galéré, il méprise ses amis, il prend les gens de haut. Il va dans un grand magasin, dans de grands magasins, tout d'un coup, il s'achète, en fait, il va s'acheter tout, il va être un autre homme, en fait. Et moi, ce que j'ai appris, justement, sur la réussite, c'est que quand vous avez de l'argent, c'est vraiment le révélateur de qui vous êtes vraiment. Je vais vous raconter une anecdote. C'est un beau-frère, chef d'entreprise. Aujourd'hui, il est décédé, que Dieu ait son âme. Alors, il avait, c'était un bon self-made, un bon chef d'entreprise. Et puis un jour, il a été reçu par feu Ali Bongo Ondimba. Non, Omar Bongo Ondimba, pardon. Donc le père du président actuel. Il est reçu par Bongo père, Omar Bongo, qui lui remet beaucoup d'argent. Je pense que c'était peut-être 30 millions de francs CFA. Il nous raconte comment il a gagné cet argent. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a ces 30 millions de francs CFA? Pendant que sa femme est au quartier en train de trimer, s'occuper des enfants, eh bien, monsieur, il va prendre une chambre à l'hôtel. Et puis, il invite ses maîtresses, il fait bonbons pendant un mois. 30 millions de francs CFA évaporés en un mois en bonbons. Et puis, quand il rentre au quartier, il rencontre un ami. Il dit, vieux, tu as une clope là? Le gars lui dit, mais attends, tu étais à l'hôtel pendant un mois. Tu as même plus pensé à moi. Maintenant, tu reviens, tu es fauché et tu me demandes si tu as une cigarette. Voilà. Ça, c'est vraiment la réussite. Mais ça, c'est même pas la réussite, ça, justement. Une personne qui réussit, et là, je crois que tu vas être d'accord avec moi, Christian. Une personne qui réussit, on voit si elle a réussi face à comment elle se comporte quand elle reçoit tout d'un coup beaucoup d'argent. Voilà. Une personne qui a réussi, c'est pas forcément une personne qui tout d'un coup va s'acheter la grosse BMW, la Mercedes, tous les habits du monde ou quoi. Notez que les personnes qui réussissent, parfois c'est des personnes qui sont complètement, mais alors là, à l'opposé des gens qui aiment s'habiller. La personne qui a réussi, c'est une personne qui contrôle son argent, qui sait où va son argent.
et qui sait pourquoi. En fait, une personne qui réussit, c'est une personne qui fait travailler son argent et pas une personne qui travaille pour avoir de l'argent. Voilà. Une personne qui réussit, c'est une personne qui fait travailler son argent, qui n'est pas esclave de son argent et qui n'en met pas plein la vue aux autres parce qu'il a de l'argent. Une personne qui a réussi, parce que c'est important justement, l'argent c'est important. Et on a vu des personnalités avoir un grand nom et finir tristement leur vie parce qu'on s'est rendu compte que ils n'avaient pas d'argent. Il brillait en société, c'était un grand artiste, un grand intellectuel, c'est tout. Mais quand il est mort, il fallait que, et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, vous qui êtes dans la diaspora. C'est que une personne qu'on a respectée, qu'on a idolâtrée, est morte, et puis tout d'un coup, il faut cotiser parce qu'on se rend compte que non seulement elle était seule, mais qu'elle n'avait pas d'argent. C'est pas la réussite, ça. C'est pas la réussite. C'est pas la réussite. Donc, je pense que c'est bien de dire, il faut être en accord avec ses valeurs, il faut remplir sa mission, comme tu le dis, Christian. Il faut se donner les moyens de satisfaire ses besoins. Il faut aussi se préparer pour le futur, faire en sorte de laisser un patrimoine. Moi, mon père m'a laissé son nom, c'est beaucoup, ça m'ouvre beaucoup de portes. Maintenant, c'est à moi, aujourd'hui, avec ce nom-là, de permettre que mes enfants, quand je ne serai plus là, continuent mon travail et fassent fructifier ce patrimoine. Et je pense que c'est ça qu'on doit nous enseigner. Et je pense que c'est ce que l'école académique, l'école telle qu'on l'entend n'enseigne pas. On nous apprend à avoir des diplômes, parfois pour mettre plein la vue aux autres, mais on ne nous apprend pas à respecter l'argent, à comprendre comment gérer l'argent. Comment gérer l'argent. Voilà, je pense que c'est vraiment fondamental. Alors, je vous demande de me poser des questions sur si vous avez des questions à me poser à ce niveau de la discussion. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Moi, je voudrais vous parler de ma mère et ensuite je vous dirai en fait qu'est-ce que je fais, comment j'accompagne les personnes que je coach, parce que j'ai plusieurs programmes. Alors, il y a un programme qui s'appelle Oser briller. Alors, Oser briller s'adresse à des personnes qui ont raté leur baccalauréat, par exemple, des personnes qui ont un projet et qui n'ont pas forcément les financements, des personnes qui sont mal dans leur peau, des personnes qui ne savent pas par quoi commencer, des personnes qui n'ont pas trouvé leur voie, qui n'ont pas trouvé leur mission de vie. C'est important de savoir pourquoi tu es là sur Terre. C'est important. L'exemple typique de la personne qui réussit sa mission de vie, c'est l'exemple de Beyoncé. C'est-à-dire que Beyoncé, elle a eu la chance d'avoir des parents qui ont dit « Tu es douée pour chanter et danser ». Et sa mère a dit « On va miser là-dessus. Ma fille se révèle être une bonne chanteuse, une bonne danseuse. Je vais miser sur elle. » Et aujourd'hui, Beyoncé a juste à faire ce qu'elle aime faire et elle gagne des millions. Elle gagne des milliards. Voilà. Moi, je pense que je pense que les parents ont une part de responsabilité dans tout ça. C'est-à-dire que si vous découvrez que votre enfant a un talent, laissez cet enfant, justement, briller dans son talent. Faites confiance à votre enfant. Ne dites pas, ah mais non, écoute, danser, être danseur ou être un chanteur, c'est pas bon. Non, accompagnez votre enfant dans cette voie. Et bien sûr, dites-lui que pour y réussir, il faut passer par l'école. C'est fondamental. Mais accompagnez votre enfant. Ne bridez pas votre enfant. Et souvent, les personnes que j'accompagne et qui cherchent leur voie, qui disent, mais je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quel est mon talent. Je leur dis souvent, retombe en enfance. Qu'est-ce que tes parents disaient sur toi? Est-ce que tes parents t'ont bridé sur telle ou telle chose? Et que tu aimais dessiner? Est-ce que tu parlais beaucoup? Est-ce que tu aimais courir? Est-ce que tu aimais ramasser des choses par terre? Voilà. Et avec ces choses-là, j'arrive à reconstituer la mission de vie de la personne. Et sur cette base-là, eh bien, on commence à construire une espèce de son véritable plan de vie, en fait. Pas un plan de carrière, parce que c'est différent. Il y a le plan de vie et puis il y a le plan de carrière. Vous allez voir des gens dont les parents, à qui les parents ont dit, mon fils, tu vas être médecin. Parce que les parents l'ont décidé. C'est bien. Mais le plan de vie
de l'enfant, le plan de Dieu pour cet enfant, c'est pas d'être médecin. Si bien vous allez voir des médecins qui font bien leur travail et puis qui, à un moment, suite à un burn-out, suite à, je sais pas, un événement dans leur vie, décident de changer de voie. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas bien dans l'image sociale, dans le métier social que leurs parents leur avaient donné. Et ils réussissent, par exemple, dans un autre secteur. Donc, ce que je donne comme conseil aux parents, c'est de vraiment accompagner les enfants, de les écouter, de leur dire qu'est-ce que tu, leur poser la question de savoir quand tu seras grand, qui est-ce que tu veux être. Et moi, je me rappelle que toute petite, je voulais être une grande dame. Et quand c'est inscrit, quand on est petit, justement, ça se confirme dans l'avenir. Moi, je voulais être une grande dame, de toutes les manières. Je voulais être une grande dame. Et je savais que je serais une grande dame. Voilà. Et il ne faut pas brider vraiment les talents de vos enfants, parce que quand vous les bridez, eh bien, ça en fait des personnes malheureuses qui réussissent socialement, mais qui sont fondamentalement malheureuses. Voilà. Alors, je vous parle de ma mère. Maman, c'est quelqu'un de spécial. Je lui ressemble beaucoup aussi. C'est à la fois la douceur, beaucoup de classe, très belle. Et puis, c'est une femme qui m'a fait beaucoup souffrir. Maman, tu m'as fait beaucoup souffrir. Mais qui m'a aussi laissé un grand héritage.